Effectivement, moi, dans cette première partie, je vais vous parler de l'approche diététique sur notre sujet du jour, le lactose et microbiote intestinal. Donc le lactose, un petit rappel rapide, donc c'est un disaccharide qui est composé de 2 oses, le glucose et le galactose. C'est donc un sucre qui est présent naturellement dans le lait maternel. Il est produit par la glande mammaire indépendamment de l'alimentation maternelle, que la maman consomme ou non du lactose. C'est une source d'énergie importante pour le nouveau-né. Et c'est un sucre un peu particulier puisqu'il a un pouvoir sucrant très bas qui est de 0,15. Il a un IG qui est très bas également à 46. C'est un sucre qui est non cariogène et qui n'est donc pas inclus dans les recommandations de santé publique de l'ANSES ou de l'Organisation mondiale de la santé dans la limitation des sucres. Donc l'ANSES se base sur l'apport en fructose et recommande un apport maximal journalier de 100 grammes de sucre hors lactose-galactose. Et pour l'Organisation mondiale de la santé, c'est les sucres libres qui doivent être limités. Alors, pour être absorbé, ce lactose doit être hydrolysé par une enzyme, c'est une bêta-galactosidase, la lactase, qui agit dans les villosités de la bordure ambreuse de l'intestin grêle. Cette enzyme va couper la liaison entre le galactose et le glucose et va ainsi libérer un galactose et un glucose qui peuvent être rapidement absorbés sans provoquer de troubles digestifs. Cette enzyme, elle est fortement exprimée chez le nourrisson et elle diminue ensuite graduellement au cours de la vie. C'est quelque chose qui est tout à fait spontané et physiologique, sauf chez les personnes qui présentent des mutations de la région amplificatrice du gène de la lactase et chez qui il y a une persistance de l'activité lactasique. Que les patients consomment ou ne consomment pas de lactose n'a aucune influence sur cette capacité à hydrolyser le lactose. C'est quelque chose qui est donc programmé génétiquement. Il y a en fait deux phénotypes. Un phénotype LP, lactose persistant, vous le voyez sur la carte qui est présent plutôt dans l'hémisphère nord, qui correspond donc aux personnes issues, enfin, dont les gènes ont muté spécifiquement. Et puis, il y a une autre partie de la population, on dit que c'est à peu près 65-70% de la population mondiale, qui est phénotype LNP, lactose non persistant, et qui va perdre donc physiologiquement au fur et à mesure des années sa capacité à digérer le lactose. Il s'agit donc de la forme finalement ancestrale. Alors, là, on parle donc de forme primaire, c'est-à-dire une diminution de l'activité lactasique qui est physiologique. Ce n'est pas une absence totale de lactase, mais c'est une hypolactasie. Il peut y avoir également deux autres formes. Une forme secondaire qui est transitoire, qui est une diminution de l'activité de la lactase temporaire et réversible, soit par une intolérance consécutive à une défaillance de la surface de digestion, par exemple après une résection chirurgicale, ou alors dû à des dommages du revêtement de l'intestin grêle causés par une radiothérapie, soit des intolérances transitoires qui peuvent être consécutives à une gastro-entérite virulente, à une antibiothérapie, à une chimio, à des passages de la maladie cœliaque, une cœliakie non équilibrée, ou à des poussées de Crohn. Il y a aussi une troisième cause qui est congénitale, mais qui concerne une quarantaine de cas dans le monde par an, et qui est une maladie autosomique, donc on n'en parlera pas du tout aujourd'hui. Donc, aujourd'hui, on est plutôt sur la forme primaire avec cette diminution de l'activité lactasique qui est donc physiologique. Ce qui se passe dans ce cas, c'est que l'hydrolyse du lactose est incomplète et donc à partir du moment où le patient va consommer une quantité de lactose qui dépasse ses capacités d'hydrolyse, il va y avoir une maldigestion du lactose qui va entraîner évidemment une malabsorption du lactose. Donc si je reprends le schéma de tout à l'heure, une partie du lactose va être correctement hydrolysée par la lactase qui est présente et libérer un glucose-galactose rapidement absorbé sans effet, sans trouble digestif. Une autre partie du lactose, quand la capacité est dépassée, va se retrouver intacte et va se retrouver donc dans le côlon où il va servir de substrat au microbiote intestinal, à la flore intestinale, et va subir donc cette fermentation bactérienne qui produira des gaz, donc de l'hydrogène, du CO2, du méthane, et qui produira des acides gras à chaîne courte, dont on va entendre parler tout à l'heure, qui ont un effet très positif pour l'organisme et qui va servir également à nourrir l'épithélium intestinal, qui est très favorable pour les cellules épithéliales. Donc, à part quelques gaz, dans ces cas-là, il n'y a absolument pas de symptômes douloureux. On parle de malabsorbeurs. Ça concerne environ 10 à 30% des personnes en France, mais il n'y a pas de symptômes douloureux. Si, par contre, il y a l'apparition de symptômes, alors là, on passe à l'intolérance au lactose, qui est donc une fraction des malabsorbeurs. On a dans ce cas-là un inconfort digestif après l'ingestion de lactose, qui du coup donc, va être fermenté et va produire donc, des gaz, des ballonnements, de la distension.
et également, par le gradient osmotique, apporter, un apport d'eau dans le lumen et entraîner une rétention d'eau dans le côlon et donc des diarrhées. Et donc dans ces cas-là, on va avoir des douleurs abdominales, on va avoir vraiment un inconfort important, dans les 30 minutes à 2 heures après l'ingestion de lactose et dans ces cas-là uniquement, on parle vraiment d'intolérance au lactose. L'intolérance au lactose, c'est bien différent de l'allergie aux protéines de lait. C'est vraiment 2 mécanismes totalement différents. L'allergie est un mécanisme immunitaire qui, met en place, un mécanisme immunologique. Ça concerne essentiellement les enfants, c'est à peu près 2 à 3 des naissances. Quand on monte à l'âge de 11-14 ans, ce n'est plus que 0,2 des enfants, donc c'est quelque chose qui disparaît en grandissant. Il peut y avoir des symptômes digestifs, on va retrouver certains symptômes comme, des diarrhées ou des douleurs abdominales, mais la majorité des symptômes sont surtout cutanés, respiratoires et ORL. Une autre pathogénie qui peut être commune, ce sont les autres FODMAPs. Donc le lactose fait partie des FODMAPs. Les FODMAPs, je le rappelle, ce sont tous les monosaccharides, disaccharides, oligosaccharides et les polyols fermentescibles qui vont être lentement, peu ou pas digérés et vont donc se retrouver fermentés dans le côlon par la flore intestinale, qui peuvent provoquer exactement les mêmes symptômes, des gaz, des ballonnements, des distensions et des troubles du transit. Donc, il y a un sujet important pour ne pas confondre l'intolérance au lactose avec l'intolérance à d'autres FODMAPs. Et ça, c'est quelque chose qu'il va falloir tester en prise en soins diététiques. Parce que parfois, il peut y avoir une confusion entre les symptômes ressentis qui ne sont pas forcément dus au lactose, qui peuvent l'être, mais qui ne le sont pas forcément, et les autres FODMAPs. Donc, nous allons en reparler dans la prise en charge. Mais il va être important d'essayer d'identifier pour le patient ce qui le soulage et quels aliments vont vraiment l'aider à diminuer les troubles. Parce qu'il y a vraiment une erreur de diagnostic avec le syndrome de l'intestin irritable. Alors, si on en revient au lactose, en fait, pour les sujets intolérants au lactose, il y a beaucoup d'études qui ont été produites sur ce sujet-là, beaucoup au début des années 2000 et puis pas mal également là en 2017-2018. On s'aperçoit vraiment que dans les phénotypes LNP, il y a une vraie tolérance, une acceptabilité de l'organisme à une dose unique de 5 grammes de lactose ou 12 grammes répartis, fractionnés sur la journée. Et dans ces cas-là, les patients LNP n'ont pas de symptômes. Pardon. Donc 12 grammes, c'est à peu près un verre de lait qui apporte environ 5 grammes, un yaourt et puis une portion de fromage, par exemple, de 50 grammes qui peuvent être répartis sur la journée. Dans les faits, ça veut dire qu'il n'y a pas de raison d'exclure les produits laitiers. Aujourd'hui, les recommandations officielles et les publications préconisent de ne plus exclure les produits laitiers puisqu'il est toléré d'avoir un apport de lactose quotidien, donc entre 5 et 12 grammes. Et puis nous verrons avec l'intervention suivante, il peut y avoir un véritable intérêt, notamment pour l'effet prébiotique du lactose, de maintenir une certaine quantité de lactose dans l'alimentation. Quand on regarde les apports calciques en exclusion de produits laitiers, forcément, ils sont plus bas. Entre 400 et 750 mg par jour. Et dans cette revue de la littérature composée d'études randomisées observationnelles de Henney en 2000, ils ont trouvé un risque associé d'insuffisance en phosphore, choline, certaines vitamines du groupe B ou vitamine A à l'exclusion totale des produits laitiers, avec des retentissements possibles sur la santé osseuse, sur le risque majoré d'hypertension artérielle ou de diabète de type 2. Donc aujourd'hui, la recommandation est plutôt d'essayer de travailler avec le patient pour maintenir certains produits laitiers et on va voir un peu sous quelle forme pour qu'ils soient le mieux tolérés possible. Dans les faits, j'ai remis quelques chiffres, mais ça c'est du SQL, hein, vous le trouverez très facilement. On a l'habitude de dire que 100 ml de lait, c'est à peu près 5 grammes de lactose. Si on regarde vraiment, on est entre 4 et 5, ça va dépendre des sources d'informations, que ce soit de la vache, de la chèvre, de la brebis. Si on regarde du côté des yaourts, on retient généralement le chiffre de 5 grammes pour un yaourt de 125 grammes. C'est à peu près la même chose. Enfin, on est entre 2, 5, 4. De même pour les fromages blancs, les yaourts à la grecque ou les skyrs qui sont autour de 4, les petits suisses autour de 3. Là aussi, que ce soit de la vache, de la brebis, etc. Pour les fromages, par contre, du fait de l'affinage, le lactose aura été consommé par les ferments lactiques. Et donc, dans les fromages, il n'y a plus que quelques traces de lactose, un petit peu plus dans les pâtes molles que dans les pâtes cuites parce qu'il y a un peu plus de lactosérum. Mais tout ça reste à l'état de traces. Et on l'a vu juste avant, la tolérance étant souvent à partir de 5 à 12 grammes par jour, les traces dans ce fromage peuvent tout à fait être à tolérer sans problème digestif. Attention par contre aux fromages frais qui, eux, contiennent davantage. Donc le chèvre frais, on est autour de 2,5, la brousse autour de 4, les ricotta, mascarpone également, et puis les fromages fondus qui ont de la poudre de lait lors de leur processus de fabrication.
Un petit focus sur le yaourt dont je viens de parler. Il y a une chose qui est intéressante avec le yaourt, c'est que la vidange gastrique est plus lente. Évidemment, c'est un aliment semi-solide par rapport au lait. Vous voyez, 70 minutes contre 27. Le fait d'avoir une vidange ralentie va permettre d'avoir une meilleure action de l'activité lactasique restante et donc va permettre d'avoir une meilleure digestion du lactose qui est apporté par le yaourt. En plus, le yaourt contient 10 puissance 8 bactéries par gramme et ces bactéries, elles ont des bêta-galactosidases intracellulaires qui vont digérer le lactose pendant le temps de transit, ce qui a permis au yaourt d'avoir une allégation de santé autorisée par l'EFSA en 2010 qui avance le fait que le yaourt améliore la digestion du lactose contenu dans le produit chez les personnes qui présentent une mauvaise digestion au lactose. C'est d'autant plus vrai dans les yaourts nature. Si on continue à regarder les produits laitiers, dans le beurre, on a quelques traces, mais voilà, on l'a dit tout à l'heure, ces traces-là, elles ne sont pas, généralement, elles sont extrêmement bien tolérées. Les crèmes peuvent être un apport de lactose, notamment sous les formes de chantilly, qui est quelque chose qu'on va manger en plus grosse quantité. Encore que dans la crème entière, il y a un peu moins de lactose que dans la crème allégée. C'est plutôt la crème entière qu'on utilise pour la chantilly, mais on est autour voilà, de 2-3 grammes pour 100 grammes. Et puis, il y a des sources indirectes qui évidemment ont des produits laitiers en ingrédients, donc une béchamel, une pâte, enfin l'appareil d'une quiche, des crêpes, évidemment les riz au lait, les gâteaux de semoule, certaines glaces, certains produits à base de chocolat au lait. Donc dans les faits, on doit accompagner les patients à repérer la présence de produits laitiers dans la liste d'ingrédients parce qu'au niveau de l'étiquetage nutritionnel, évidemment, ce lactose n'est pas visible. Il va se retrouver dans cette ligne dont sucre et il va être mélangé avec les autres sucres qui peuvent être apportés par les autres ingrédients. Par exemple, dans un yaourt sucré, la part dont sucre, elle prend autant le lactose intrinsèque du lait que le sucre qui a pu être ajouté dans le produit. Donc le repérage, il va se faire plutôt sur les produits laitiers puisque il y a eu un moment, un courant, et alors chez certains patients qui ont vraiment une très grande sensibilité, peut-être ça peut être appliqué, mais généralement ce n'est pas le cas, des traces de lactosérum ou des choses comme ça, comparées aux 5 à 12 grammes qui sont tolérés, honnêtement, ce n'est pas vraiment le sujet. Donc je trouve qu'il n'y a pas de raison de charger mentalement le patient à aller décrypter les petites traces. Il y a eu aussi un courant à un moment où on parlait du lactose utilisé comme excipient dans les médicaments. Il y a une étude de 2021 qui montre qu'en moyenne, chez quelqu'un qui est très traité, la part de lactose est d'environ 400 mg par jour quand il y a vraiment beaucoup de traitements médicamenteux. 400 mg, encore une fois, au regard des 5 grammes qui sont tolérés en prise unique, c'est finalement assez anecdotique. Donc, je pense qu'il n'y a pas besoin d'aller pinailler, entre guillemets, dans la liste d'ingrédients. J'aime assez ce schéma qui vient de Marteau en 2017 dans les cahiers de nutrition et de diététique, qui nous montre qu'il y a, donc vous voyez, la quantité ingérée de lactose, la quantité non digérée et les symptômes sont proportionnels. Néanmoins, il y a des facteurs qui sont aggravants ou qui sont améliorants. Parmi les facteurs aggravants, on retrouve l'ingestion rapide, à jeun et liquide. Donc un petit verre de lait avalé le matin, effectivement, ça va être beaucoup moins digeste. L'association aux autres FODMAPs, on en a parlé juste avant. L'intolérance, elle peut être sur d'autres FODMAPs, mais elle peut être aussi sur l'effet cocktail de plusieurs FODMAPs qui vont être consommés au cours du même repas ou dans la journée. Et puis, il y a bien sûr des facteurs physiologiques comme la sensibilité viscérale et éventuellement un syndrome de l'intestin irritable. Également des facteurs psychologiques. On sait que le score de somatisation chez les sujets intolérants est supérieur. Et donc, il peut y avoir aussi des états d'anxiété ou de dépression qui peuvent aggraver le ressenti en termes de symptômes. Et puis, il y a des facteurs qui, à l'inverse, sont améliorants, comme le fait de manger des aliments solides. Du coup, je passe sur l'aspect microbiotique qui va être expliqué juste après. Du coup, en termes de conseils pratiques, ce qu'on peut recommander aux patients, c'est de fractionner les produits laitiers sur la journée, avec donc des petits apports au cours du repas et jamais à jeun. Pour le lait, on va le préférer plutôt solide dans des crêpes, dans des quiches. On va le prendre plutôt entier que écrémé parce que il sera mieux toléré. La présence de lipides ralentissant la vidange gastrique et le passage du bol alimentaire, en général, la digestion est améliorée. Associé à des céréales, à du cacao, là aussi, ça va réduire le temps de vidange. Les produits laitiers fermentés peuvent être favorisés, donc notamment les fromages affinés qui, du fait de leur forme solide, de la teneur en lipides et surtout de la très faible quantité de lactose à la fin de l'affinage, sont généralement très bien tolérés. Les laits fermentés sont aussi assez bien tolérés parce qu'il y a une activité lactasique associée. Le yaourt, on en a parlé. On peut conseiller aux patients qui vont diminuer les produits laitiers de regarder les autres sources de calcium complémentaires, notamment les œufs durs, mais aussi les légumes à feuilles vertes qui ont l'avantage d'apporter de la vitamine K qui va jouer un rôle important dans la régulation du calcium et dans la formation osseuse. Attention toujours évidemment à la biodisponibilité du calcium dans ces aliments qui parfois peuvent être entravés par des fibres ou des acides phytico-oxaliques.
Il existe aussi des laits hydrolysés pour les patients qui sont les plus sensibles et qui ont vraiment un seuil de tolérance très bas. Et puis, il existe des alternatives végétales. Attention là aussi aux tailles de portions qui sont nécessaires pour arriver à un apport calcique satisfaisant. Attention à la forme de calcium utilisée dans l'enrichissement de ces produits aussi pour que ça soit vraiment bioefficace. Et puis également attention aux formulations parce qu'il y a pas mal d'alternatives qui parfois sont des agglomérats d'ingrédients et mettent en œuvre beaucoup d'additifs et se rapprochent plus des aliments ultra transformés. Alors concrètement, la démarche de soins diététiques, donc déjà la démarche, elle va être initiée par une prescription médicale d'un gastro-entérologue. Si le patient vient de son propre chef, il est intéressant de le réorienter vers un médecin spécialiste pour avoir un avis. L'objectif de soins diététiques, ça va être, je le rappelle, de limiter les troubles, mais pas de traiter l'insuffisance au lactose. On ne va pas soigner une insuffisance au lactose. Ce qu'on veut obtenir, c'est d'améliorer la qualité de vie du patient, de maintenir un état nutritionnel satisfaisant, de le rassurer. Et il va falloir explorer les croyances, il va falloir explorer les peurs, les craintes. C'est essentiel pour la réussite de la prise en soin. Et puis, une éducation du patient pour l'aider à repérer les aliments qui lui font défaut et identifier son propre seuil de tolérance, puisqu'il est évidemment propre à chacun. Donc concrètement, lors de la première rencontre, l'évaluation diététique initiale, on va faire un recueil des données cliniques classiques. Être vigilant à la variation de poids, ça peut nous donner des informations sur l'histoire de vie du patient. Bien observer, demander les facteurs déclenchants, quelles sont les circonstances. Est-ce que le stress a une importance dans l'histoire de la maladie? Quelle est l'ancienneté de cette pathologie? Quelle est l'intensité des symptômes? Quelles sont leurs durées? Voir également s'il y a des symptômes gynécologiques qui sont associés, ça peut nous donner des informations aussi en lien avec le syndrome de l'intestin irritable. Voir si une exploration fonctionnelle a pu être conduite. Donc, je pense que vous le connaissez, mais le gold standard, c'est le test respiratoire au lactose. C'est quelque chose en pratique en ville, en tout cas, qu'on rencontre très peu. Mais c'est toujours intéressant de voir si ce test a été effectué. Donc, c'est une mesure de l'hydrogène toutes les 30 minutes pendant 3 heures lors d'une épreuve de charge où on a donné 25 à 50 grammes de lactose aux patients. Le test est positif en fait si la quantité d'hydrogène est supérieure ou égale à 20 ppm par rapport à la valeur de base. Ça peut être aussi couplé à un test génétique évaluant le polymorphisme du gène de la lactase. Bien s'intéresser aussi au mode de vie du patient, à son stress, aux retentissements sociaux de sa maladie. C'est vraiment important, je trouve, dans ces pathologies-là, d'écouter beaucoup les patients parce que la qualité de vie peut être absolument dégradée. Donc, on peut utiliser par exemple le score de Francis ou l'échelle IBS-QOL pour vraiment évaluer le retentissement et le ressenti du patient. Bien évaluer aussi sa compétence d'auto-soin. Quelles sont ses attentes, ses aptitudes à l'apprentissage. Ça va nous guider aussi sur la façon dont on peut mener l'éducation thérapeutique avec lui. Une anamnèse diététique très classique, mais ça permet d'avoir un petit peu une vision de l'alimentation actuelle du patient. Est-ce qu'il a déjà commencé des restrictions sur les produits laitiers? Est-ce qu'il y a des choses qui lui manquent plus que d'autres? Parce que du coup, on va pouvoir réengager différemment les aliments qu'on pourrait réintégrer dans son alimentation. C'est important d'écouter ses attentes et de voir un peu ce qui lui manque le plus. À partir de ce diagnostic diététique initial qu'on partagera d'ailleurs dans un courrier de synthèse au médecin prescripteur, on va pouvoir travailler avec le patient sur le plan de soins diététiques, voir un petit peu quelles sont ses attentes et voir si les objectifs sont bien partagés. Et puis, on va avoir une éducation du patient sur les sources de lactose. Alors, dans les cas importants, on peut suivre le protocole des FODMAP, c'est-à-dire, je vais vous le mettre à l'écran. Moi, j'ai été formée à l'université de Monash. Ce protocole-là prévoit d'exclure de l'alimentation pendant 2 à 6 semaines le lactose et éventuellement d'autres FODMAPs pour essayer vraiment d'être en épargne digestive et de soulager les symptômes et ensuite de réintégrer graduellement sur plusieurs semaines des portions d'aliments vraiment normés. Pour le coup, c'est un petit peu normatif, mais ça permet vraiment d'observer, grâce à cette réintroduction progressive, la réaction du patient et de pouvoir ajuster une alimentation au patient qui soit finalement la plus ouverte possible. Ce qu'on cherche, c'est d'avoir le moins de restrictions et que le patient soit le plus autonome, le plus indépendant et socialement le plus à l'aise. Donc on peut comme ça essayer les différents FODMAPs et le lactose évidemment en fait partie. Et ça peut être utile pour mettre un peu au repos, repartir sur un rythme basal et ensuite réintégrer pour mettre en œuvre au fur et à mesure de plus en plus d'élargissement du répertoire. Moi, j'aime bien proposer la tenue d'un journal de suivi des consommations et des troubles digestifs. Il y a des choses qui existent en version digitale, mais il y a aussi des carnets papier. Je trouve que ça permet, quand on revoit le patient, de pouvoir, ce qu'il oublie parfois, de refaire son histoire et d'essayer d'être un petit peu précis sur quels symptômes,
à quel moment, avec quelle quantité, pour essayer d'ajuster au maximum sa prise en charge. Et puis, du coup, donc, quand on revoit le patient quelques semaines plus tard, on peut lire ce journal alimentaire et essayer de décrypter avec lui. On va réajuster. Bon, moi, c'est une pathologie où je trouve qu'il est intéressant de voir les patients quand même assez régulièrement, même si c'est en visio, pour justement voir un petit peu où il en est, qu'est-ce qu'il a pu réintégrer, comment il se sent avec les choses qu'on a pu mettre en place. L'idée, c'est de voir s'il y a une persistance des symptômes, évaluer un peu l'observance, l'efficacité du soin diététique, et puis vérifier l'acceptabilité de ce qu'on a proposé et d'adapter surtout en essayant d'éviter donc au maximum de fermer les choix. Et puis de réévaluer les connaissances du patient avec, encore une fois, pour le lactose, des grandes familles. Voilà, on va chercher vraiment du côté des gros contributeurs, du côté des produits laitiers, mais je pense que ce n'est pas la peine d'aller chercher dans les petits lactosérums et les petites choses comme ça. Donc voilà, en résumé, l'importance, je pense, dans cette prise en charge, c'est de bien faire un diagnostic différencié avec le syndrome de l'intestin irritable et qu'il n'y ait pas de confusion avec une intolérance à d'autres FODMAPs. L'éviction des produits laitiers, aujourd'hui, elle n'est plus recommandée. On va plutôt essayer d'aller dans le seuil de tolérance du patient, qui en général se situe entre 5 grammes par prise unique à 12 grammes par jour. Il y a même des études qui montrent des tolérances à 24 grammes. Donc c'est vraiment à ajuster en fonction du patient. Et ça peut être aussi vrai à différentes périodes de vie en fonction des événements de la vie. Et donc, c'est des patients qui peuvent être amenés à réajuster leurs apports alimentaires dans un sens ou dans un autre, et notamment avec les autres FODMAPs aussi de l'alimentation. Donc, conseiller de consommer des petites quantités à la fois, en privilégiant les produits laitiers solides au sein du repas et en favorisant plutôt les produits laitiers fermentés, dont le lactose aura été utilisé comme substrat par les bactéries, par les ferments. Et 12 grammes par jour pour avoir un repère, encore une fois, c'est à peu près un verre de lait, un yaourt et des fromages qui peuvent être consommés au fur et à mesure de la journée. Merci. Merci Céline Richonnet. Donc, je rappelle, diététicienne et ingénieure nutrition. Donc, pour cette présentation très structurée et le rappel de la place de la diététicienne dans la prise en charge de l'intolérance au lactose. Et maintenant, on va faire le lien entre lactose et microbiote grâce à l'intervention de Hélène Eutamen, qui est responsable de l'équipe neurogastro-entérologie et nutrition dans l'unité Toxalim de l'INRAE à Toulouse et professeur à l'école d'ingénieurs de Purpan. On va, grâce à Hélène, connaître les dernières avancées scientifiques sur le sujet du microbiote. Oui. Merci. Alors, merci déjà d'être nombreux à ce symposium. Alors, mes propos, bien sûr, vont tenir sur et vont être centrés sur le microbiote et le lactose dans un second temps. Alors, nous sommes tous convaincus aujourd'hui qu'un des facteurs importants de notre état de santé, c'est notre régime alimentaire et notre alimentation, donc qui va avoir une incidence sur un acteur majeur, notre microbiote. Aujourd'hui, en fait, ce microbiote, vous avez pu écouter les différentes interventions de ce matin, très intéressantes, et notamment celle de Joël Doré. Donc, c'est un acteur, c'est un écosystème qui est fonctionnel, qui est dynamique, qui participe énormément donc à nos fonctions de santé et qui reçoit et qui partage avec nous notre alimentation. Aujourd'hui, je pense que mes propos vont vous permettre de voir que petit à petit, les connaissances sur ce microbiote et ce partage en fait de notre alimentation, de notre régime alimentaire qui nous permet de nous maintenir en bonne santé, va également avec l'avancée de la science, l'avancée notamment de trouver un certain nombre de biomarqueurs, ça fait l'objet aujourd'hui de beaucoup de travaux, de personnaliser vraiment notre régime alimentaire. Alors, quelques propos, mais rapides, sur le microbiote intestinal. Le microbiote intestinal, pour un homme de 70 kg, ça représente 2 kg. C'est 10 puissance 13 micro-organismes qui nous habitent. C'est également 100 milliards de micro-organismes qui peuplent les matières fécales. Alors, pourquoi je m'intéresse aux matières fécales? Parce que finalement, eh bien, c'est l'outil qui va nous permettre en fait d'avoir le reflet des populations microbiennes, mais aussi de l'activité du microbiote, pour nous, scientifiques, et aussi pour les médecins.
et ça représente 25 fois en fait la taille du génome humain. Alors, ce microbiote intestinal échange des informations, les micro-organismes entre eux, mais aussi communique avec l'hôte. Il communique avec l'hôte notamment par sa structure, mais également par son activité métabolique. C'est un écosystème, je l'ai dit, un écosystème complexe qui vit en symbiose avec nous, constitué d'archéabactéries, de protistes, de phages, de levures et de bactéries, notamment deux grands groupes, les firmicutes et les bactéroïdes, mais également d'autres types de bactéries comme les actinobacteria. Et mes propos vont revenir notamment sur une bactérie d'intérêt qui s'implante très vite dans les premiers temps de la vie, les bifidobactéries, mais également d'autres bactéries positives comme les lactobacilles et d'autres connues comme étant, lorsqu'elles deviennent en nombre trop importante et notamment dans un état de déséquilibre du microbiote intestinal, on parle de dysbiose, les Clostridium. Alors, ce microbiote intestinal, en termes de population, vous voyez qu'on a un gradient de population, des moins nombreuses dans les parties hautes du tube digestif et de plus en plus nombreuses quand on descend dans le tube digestif, avec des populations qui vont jusqu'à 10 puissance 12 par gramme de contenu dans le côlon, donc vraiment une quantité majoritaire au niveau colique. Et on peut considérer à partir de là que le côlon va avoir un rôle, grâce à cette population, il va jouer le rôle de fermenteur finalement, d'un véritable bioréacteur. Là encore, une diversité donc de micro-organismes importants, et on va retrouver des acteurs que je viens de citer, des lactobacilles, des clostridiums, des bifidobactéries, etc. Et cette population, en fait, plus on descend dans le tube digestif, on est tous d'accord, plus on est dans une situation d'anaérobie, donc absence d'oxygène, ce qui va définir aussi ces niches microbiennes, et également une augmentation du pH quand on passe de l'estomac, pH acide, vers les parties basses du tube digestif. Alors, ce microbiote est fonctionnel, notamment lorsqu'il est en bon équilibre, il va nous maintenir en bonne santé, et il participe notamment, via notre alimentation, il va contribuer à produire certaines vitamines, certains nutriments essentiels. Il participe aussi à des étapes de détoxification de certains xénobiotiques. Il permet de réguler le système immunitaire, et ceci va permettre effectivement de nous maintenir notamment dans un état de confort digestif, avoir un transit normal, une homéostasie également bien établie au niveau de la barrière de notre tube digestif, barrière épithéliale physique, mais également immunitaire, et ceci nous permet d'avoir aussi des fonctions cérébrales, émotionnelles, ou bien aussi d'apprentissage complètement normal. Comment communique ce microbiote avec, et comment il peut être modulé via l'alimentation et communiquer avec notre intestin, cet axe, et notre cerveau. Donc vous avez entendu ce matin que Joël Doéré a développé cette partie-là. Par exemple, une alimentation riche en fibres, en polyphénols, mais également en aliments fermentés, va permettre de maintenir cet écosystème en équilibre. Il va également permettre de produire des métabolites bioactifs qui peuvent être très très différents. Ça peut être des hormones, ça peut être aussi des précurseurs à certains neuromédiateurs comme la sérotonine, ou bien encore des acides gras à chaîne courte qui participent effectivement à la bonne homéostasie non seulement de notre intestin, c'est-à-dire un bon renouvellement de notre épithélium intestinal, mais aussi va contribuer à des fonctions cérébrales. Et ceci via des voies de signalisation qui sont, donc ces produits peuvent passer dans la circulation, donc une circulation, une signalisation systémique, mais également par l'interaction avec les nerfs entériques situés au niveau du tube digestif, mais également nerfs centraux, comme le nerf vague, qui, vous le savez, joue aussi un rôle très important dans les fonctions de digestion, dans les mécanismes de la digestion. Alors,
ces effets-là sont des effets santé positifs. Et j'attire votre attention sur une définition. La définition d'un prébiotique, donc une définition qui a évolué dans le temps, aujourd'hui, depuis 2016, eh bien, est considéré comme prébiotique tout substrat sélectivement utilisé par les micro-organismes de l'hôte qui vont conférer un avantage pour la santé. Voilà la définition d'aujourd'hui. Je vous ai dit que c'était une entité dynamique. Alors, une entité dynamique qui s'installe dès les premiers temps de la vie, et le mode de naissance, bien sûr, voie basse ou césarienne, va impacter l'implantation de cet écosystème, le mode d'allaitement, etc. Tout au long de la période de la vie, eh bien, il se trouve modifié, modulé, et notamment via des facteurs externes, via des facteurs notamment liés au stress de la vie quotidienne. Ça peut être aussi la médication, bien sûr, mais aussi des facteurs infectieux, des maladies infectieuses, des maladies inflammatoires, etc. Et bien sûr, ce qui permet aussi d'impacter ce microbiote, sa fonction et les écosystèmes, c'est l'alimentation. Alors le lactose. Le lactose a de nombreuses fonctions physiologiques bien établies et il contribue à ces fonctions physiologiques. Alors, pour revue, je vous invite à lire cet auteur. Il participe notamment donc à la structure de nos cellules, donc ce n'est pas rien. Il va permettre aussi des activités métaboliques, et Madame Richonnet vient d'en parler longuement, donc je ne reviendrai pas dessus, mais également il va participer aux fonctions de l'immunité, notamment au niveau de l'immunité adaptative, qui va nous permettre donc de nous protéger contre des pathogènes. Il est également impliqué dans l'immunomodulation de l'immunité innée. Et cette immunité innée, et vous voyez un petit peu l'interaction complexe entre ces micro-organismes, les substrats, eh bien, cette immunité innée va être impliquée dans la synthèse de peptides antimicrobiens, de protéines antimicrobiennes, qui, elles, en retour, vont permettre une bonne configuration, une bonne fonctionnalité du microbiote intestinal. Alors, comme l'a évoqué tout à l'heure Madame Richonnet, effectivement, les niveaux de lactase présents au niveau de l'intestin diminuent très rapidement avec le temps, avec l'âge. Cependant, chez certaines personnes, lactase persistante, on peut supporter jusqu'à 12 grammes de lactose en une seule dose. Et ces substrats, bien sûr, lorsque la lactase ici diminue, on est tous d'accord que le lactose peut transiter vers le côlon, qui a un rôle de fermenteur, via les populations microbiennes importantes qu'il renferme. Et ce substrat, du coup, peut être utilisé à ce niveau-là, de façon très sélective, par le microbiote intestinal. Dans cette étude intéressante, donc je reviens sur ces matières fécales, donc c'est une étude qui a été menée in vitro, donc dans un modèle statique, donc non dynamique, qui reflète en fait un modèle colique. Ici, dans cette partie-là de la diapositive, et dans un autre modèle qui est dit un modèle dynamique également, qui va refléter toutes les étapes en fait de la digestion. Alors, les auteurs de cet article récent ont prélevé des matières fécales issues de patients en bonne santé et lactase persistante, qu'ils ont introduit ici dans ce modèle statique. Et au bout de 48 heures, ils ont regardé un petit peu comment évoluaient en fait les bactéries présentes dans ces matières fécales. Ils ont observé une augmentation de bifidobactéries. Ils ont calculé un index prébiotique. L'index prébiotique est calculé notamment sur cette balance qui met en évidence l'augmentation effectivement de bactéries positives, donc dont font partie les bifidobactéries, mais pas que, et une diminution des bactéries plutôt négatives, comme les Clostridium. Et ceci en incubant dans ce système
différentes concentrations donc, de lactose, des concentrations donc, qui correspondent à un demi-verre, un verre et de 2 verres de lactose, 6, 12 et 24 grammes. Cet index prébiotique est augmenté. Dans l'autre système, donc, ils ont introduit, puisque ce sont des patients, des personnes, pardon, ce pas des patients, hein, ce sont des personnes donc lactase persistante, ils ont introduit un peu de lactase, mais surtout, eh bien, ils ont fait en sorte que le lactose transite dans le système. Ils ont mesuré aussi ce qui était dégradé, glucose et galactose, et ils ont incubé effectivement les matières fécales de ces sujets dans les parties qui correspondent au côlon. Et là encore, pour la dose de 6 et de 12 grammes correspondant à un demi-verre ou un verre de lait, ils se sont aperçus également que ces populations microbiennes positives se diversifiaient, augmentaient. Donc non seulement les bifidobactéries, mais on avait aussi des Archemantia, des Faecalibacterium, bref, des populations connues comme ayant un effet santé et participant aux effets santé, et une diminution des Clostridium. Ceci était associé également à la production, puisque là c'est dans un système qui a duré, je ne l'ai pas dit tout à l'heure, ce système a duré, et ces évaluations ont duré après 7 jours en fait, d'incubation, et ici c'était que 48 heures, donc un système très aigu. Eh bien, non seulement on augmentait en population positive, mais également on augmentait les acides gras à chaîne courte, de façon significative, hein, ces quantités-là, et comme on l'a dit tout à l'heure, qui participent à l'homéostasie de notre santé. Alors comment c'est possible qu'on puisse observer cet effet prébiotique? Eh bien, quand le lactose arrive dans le côlon, c'est un substrat, notamment pour certaines bactéries présentes dans le côlon. Et parmi ces bactéries, et notamment les bifidobactéries, les lactobacillus, ces bactéries possèdent une bêta-galactosidase. On va avoir une augmentation de cette activité enzymatique qui va permettre donc de dégrader le lactose et d'obtenir effectivement un effet bifidogène important, une augmentation de lactobacilles, mais également une augmentation des acides gras à chaîne courte tels que les butyrates, l'acétate ou les propionates. Alors, que se passe-t-il quand eh bien, on a un défaut de lactase? Quand aussi on a un apport en lactose très important, ce qui fait que l'activité enzymatique devient saturée. Lorsqu'on a subi une réduction en fait, de l'activité en lactase en lien avec une infection, en lien avec une inflammation, avec une antibiothérapie, donc un déséquilibre du microbiote, une dysbiose. Dans ce cas-là, le lactose va être utilisé éventuellement différemment par le microbiote qui lui aussi a subi des dégâts. On est dans un état de déséquilibre et on peut obtenir effectivement eh bien, ce qui a été décrit tout à l'heure, des symptômes qui sont très bien caractérisés chez des populations S2I qui ont le syndrome de l'intestin irritable, mais pas que. Il y a aussi des personnes qui ne sont pas diagnostiquées, qui ne rentrent pas dans les critères de ROM4. Donc les critères de ROM4 permettent effectivement de bien caractériser les sujets qui ont des douleurs abdominales, des troubles du transit et sont appelés syndrome de l'intestin irritable. Mais il y a aussi des personnes hypersensibles, un peu qui ne sont pas vraiment dans les critères, mais qui ont des problèmes digestifs et de douleurs. 2 tiers de ces personnes, eh bien, après l'administration notamment de ces produits, ces FODMAPs, donc je ne reviendrai pas dessus, ça a été très bien introduit juste avant moi, le lactose en fait partie, eh bien, les symptômes apparaissent très rapidement et parmi la consommation de certains produits, le lait est notamment décrit par ces personnes comme étant quelque chose qui provoque des symptômes chez eux. Alors, la physiopathologie du S2I, l'étiologie est mal connue, ça c'est clair. Par contre, ce que l'on sait, grâce aux études cliniques et précliniques qui reflètent les modèles de S2I, c'est qu'on a une dysbiose, un déséquilibre du microbiote intestinal, on a une augmentation de la perméabilité de l'intestin, ce qui va provoquer en cascade eh bien, un état
micro-inflammatoire, une inflammation de bas grade au niveau de la muqueuse intestinale, et bien sûr une hypersensibilité viscérale, des anomalies du transit, et ces paramètres, ces troubles sont associés à des troubles de contrôle de la douleur et des facteurs psychosociaux, puisque, eh bien, on l'a vu tout à l'heure, en plus le microbiote est sujet au stress, hein, il peut être impacté. Eh bien, le stress chronique, la dépression et l'anxiété peuvent également contribuer à amplifier la dysbiose, l'augmentation de perméabilité, etc. Alors, que se passe-t-il quand le lactose arrive dans le côlon? Ce qui est connu, effectivement, c'est une entrée d'eau, donc un effet osmotique, des productions de gaz, donc l'hydrogène qui passe dans la circulation, qu'on peut mesurer puisqu'il est expiré et donc fait l'objet de tests respiratoires. Donc, vous voyez ici une augmentation chez ces sujets de la quantité d'hydrogène expiré, mais également la production d'acide acétique, par exemple. Alors, au-delà de ce qui était bien connu, c'est-à-dire uniquement un effet osmotique, production de gaz qui provoquait des flatulences et des douleurs viscérales, notamment juste ces éléments osmotiques et de production de gaz, une théorie, une hypothèse, en fait, a été décrite par Campbell dès 2010 et qui décrit que les FODMAPs, dont fait partie le lactose, pouvaient être utilisés par le microbiote de façon différente que celle que je viens de vous décrire. Notamment, ils pouvaient être à l'origine de la synthèse d'aldéhydes, ici vous en avez un, le méthylglyoxal, ou bien de produits carbonylés. Et qu'en cascade, finalement, ces produits carbonylés, ces aldéhydes qui sont très réactifs, pouvaient provoquer en fait un stress oxydant qui serait ensuite à l'origine et en cascade des troubles digestifs que je vous ai décrits. Alors, nous, au laboratoire, on a voulu vérifier cette hypothèse. On s'est dit, OK, est-ce que, par exemple, le lactose va provoquer la synthèse de ces produits carbonylés et peut-être expliquer ces douleurs qui sont décrites chez ces sujets. Alors, on a fait une étude dans un modèle murin. Donc, on a pris une souche de souris qui ne conserve pas la lactase après sevrage, et donc qui peut être considérée finalement comme un malabsorbeur ou de lactose. Et on s'est dit, voyons en fait si effectivement, on a traité les animaux pendant 3 semaines, si des doses de lactose, donc on a utilisé des doses croissantes de lactose, pouvaient provoquer une douleur viscérale et également, eh bien, si le microbiote se comportait de façon différente, provoquer la synthèse de produits carbonylés qui seraient à l'origine donc des douleurs viscérales. Ce qu'on a observé, c'est que pour une dose de 5 mg, qui correspond à une quantité d'un verre de lait à peu près pour un humain chez la souris, on a observé effectivement qu'on augmentait les niveaux de produits carbonylés mesurés dans les matières fécales de ces animaux. Et ceci était associé, vous le voyez ici, par une augmentation de la douleur viscérale. Mais ce qui nous a intéressé également, c'est la dose de 3 mg. La dose de 3 mg pour un animal qui n'a plus de lactase, donc tout le lactose va transiter effectivement dans le côlon. Nous n'avons pas obtenu d'hypersensibilité viscérale, de douleur viscérale. Ce qui permettait d'évoquer ou de penser que finalement, la consommation ou un certain niveau de consommation de lactose pouvait être toléré sans induire d'effets digestifs, de problèmes digestifs. Et donc d'introduire une notion de seuil de tolérance chez ces animaux ou chez l'homme. Et quand on appose ces résultats aux résultats qui ont été largement publiés et que vous connaissez, la plupart des intolérants au lactose peuvent absorber jusqu'à 7 grammes de lactose, et ceci sans développer de symptômes. Donc ça rejoint effectivement les données cliniques. Autrement dit, le lactose peut être toléré et ceci nous permet vraiment d'ouvrir vers ce concept de personnalisation
des régimes alimentaires et cette notion de seuil de tolérance. Un seuil de tolérance qui peut être modulé par des facteurs environnementaux, par notre état physiologique. Donc vraiment quelque chose qui doit être adapté au fur et à mesure en fait de la vie, mais également de notre état physiologique. Alors cette diapositive, vous l'avez vue tout à l'heure. Je reviens juste dessus donc pour dire quelle est la stratégie nutritionnelle qu'on doit adopter. Bon, la majorité des personnes par elles-mêmes, et là c'est là où il y a danger, vont exclure complètement cette famille de produits qui contiennent des FODMAPs, dont le lait, bien sûr. Mais ceci n'est pas sans problème, puisque cette nature restrictive, souvent non accompagnée, puisque les personnes le font d'elles-mêmes, et voilà, suscite des inquiétudes quant aux carences nutritionnelles que ça peut provoquer, mais également sur la qualité de vie, puisque ils excluent un grand nombre de produits de leur alimentation, et donc leur qualité de vie, et notamment sociale, se voit impactée. Et une étude intéressante aussi, c'est qu'au long cours, ne plus consommer ce type de produit, donc cette étude est vraiment très intéressante, ça a été mesuré chez les patients IBS, bien sûr, après 4 semaines où on a éliminé en fait ces produits de l'alimentation. Eh bien, regardez, les bifidobactéries chutent. Donc on n'apporte plus, finalement, on n'a plus cet effet bénéfique que je vous ai décrit, qui est vraiment important dans l'effet prébiotique, santé de ces produits. Dans cette étude récente, qui a été menée ici chez 25 adultes d'origine asiatique, porteurs du génotype LNP, donc lactase non persistant, cette étude est très intéressante parce qu'elle complète un petit peu mes dires et les approches aujourd'hui qui sont en cours. Ils ont introduit en fait pendant 12 semaines des doses croissantes de lactose de 3, 6, 12 grammes 2 fois par jour. Tout au long de cette étude, ils ont récolté bien sûr les matières fécales pour regarder un petit peu les populations microbiennes, mais aussi l'activité du microbiote. Et après un challenge de 25 grammes, ils ont ils ont fait le test respiratoire à l'hydrogène et établi en fait un petit peu les scores totaux qui reflètent les symptômes gastro-intestinaux. Au niveau du microbiote, ils ont pu observer chez ces personnes LNP qu'on avait donc après intervention, une augmentation significative des populations relatives en bifidobactéries. Et également une diversification, en fait, une augmentation des différentes espèces de bifidobactéries après intervention, après les 12 semaines. Et ceci s'accompagnait, regardez, par un doublement de l'activité bêta-galactosidase retrouvée au niveau fécal. Donc une activité enzymatique qui permettait finalement de tolérer chez ces sujets donc LNP le lactose. Et ceci était accompagné, vous avez ici tous les acides gras à chaîne courte qui ont été mesurés, eh bien une augmentation également significative de ces acides gras à chaîne courte. Alors, ceci c'est un fait, mais qu'est-ce qu'il en est du breath test après challenge? Après challenge, vous avez ici la courbe en vert qui reflète en fait les sujets après le challenge et l'intervention, et ici au départ. Vous voyez que l'émission d'hydrogène retrouvée au niveau sanguin est inférieure. Donc on diminue en fait ces paramètres-là, ainsi que les symptômes. Donc là aussi, les symptômes gastro-intestinaux ont été diminués de façon significative. Ces travaux, vraiment, même si la cohorte est relativement faible, 25 personnes, sont vraiment très intéressants et je pense que méritent d'être continués. Finalement, cette tolérance accrue au lactose, moi, je suis convaincue que plutôt que d'éviter complètement de consommer et d'exclure les produits laitiers, qui sont riches en nutriments,
il faut peut-être travailler sur des marqueurs qui permettent de réajuster cette tolérance, de réajuster ce qu'on peut donner à chaque individu en fonction de leur état physiologique. Juste, je reviens sur les critères de Rome 4 et je voulais vous montrer cette diapositive. Cette diapositive qui, c'est l'évolution en fait des critères de Rome pour les patients S2I qui a été établie. Et vous voyez comment ça a évolué avec le temps. Et les prochains critères de Rome, donc on passera à 5, du coup, critères de Rome 5 seront édités en 2026. Et dans ces critères de Rome, regardez la part du microbiote. L'interaction, aujourd'hui, on ne parle plus de problèmes fonctionnels digestifs, mais plutôt de désordre de l'axe intestin-cerveau. Et également seront éditées des préconisations sur les régimes alimentaires pour ces patients. J'espère donc que vous êtes convaincus maintenant que le microbiote, effectivement, est un acteur majeur qui va jouer un rôle dans notre santé, qui participe aussi à la digestion de notre alimentation, qui participe à cette santé. Et bien sûr, réadapter, réintroduire, personnaliser finalement la nutrition, ne peut se faire qu'avec des professionnels qui, eux, sauront établir en fait des préconisations en fonction de l'état physiologique, physiopathologique, le stress, etc. de chaque individu. Je vous remercie pour votre attention. Merci Hélène Tamen, merci beaucoup pour la place. Vous avez été parfaite, c'est bon, vous avez tenu le temps, c'est bon, ne vous inquiétez pas. Merci en tant que responsable d'équipe dans une unité d'attacher d'attacher de l'importance et de resituer finalement la place du diététicien nutritionniste. Donc évidemment, moi en tant que libérale, je suis ravie. Ça m'engage vraiment à faire plus de dentelle encore là à propos de ce seuil de tolérance. C'est très intéressant. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle avant que vous puissiez aller déjeuner? Alors j'avais 2 petites questions rapides pour la collègue diététicienne. Est-ce que vous préconisez plutôt des laitages nature et notamment des yaourts nature aux patients, puisqu'on sait que les aromatisés aux fruits, etc. sont considérés souvent ultra transformés à partir de 5 additifs? Et d'autre part, combien durent vos premières évaluations? Parce que le temps est quelque chose d'important dans la prise en charge, que ce soit en libéral ou en hospitalier. Voilà. Et je profite pour poser aussi ma question sur, je rencontre parfois dans le parcours, moi je suis en hospitalier, en oncologie, et je rencontre des patients qui ont fait des évictions, voilà, parce qu'ils ont vu des choses sur Internet, ou bien parce que leur ORL leur a conseillé de ne plus manger de produits laitiers. J'en ai encore eu un la semaine dernière. Et du coup, pour ce côté un peu pro-inflammatoire, notamment, peut-être que vous avez évoqué, et ils me disent quand même, pour certains, enfin, j'en ai pas beaucoup, que quand même, ils ont l'impression que ça diminue les infections ORL, etc., à répétition. Donc, qu'en pensez-vous? Alors, je vais démarrer pour les yaourts. Effectivement, généralement, moi je suis très pédiatrie, donc en pédiatrie je recommande absolument plutôt du nature, également pour pas habituer au goût vanillé qui se retrouve un peu standardisé dans tous les produits, et puis pour éviter effectivement certains ingrédients. Par rapport aux teneurs en sucre par exemple, je me souviens qu'il y a une étude, je sais plus de quand elle date, 2010 je crois, qui avait comparé le sucre ajouté par les patients, enfin par les consommateurs au domicile, qui était finalement bien supérieur à celui d'un yaourt sucré. Donc je recommande du sans sucre ajouté, mais je me pose quand même la question parfois des quantités de sucre qui peuvent être ajoutées et qui peuvent être peut-être supérieures à ce qu'on trouverait dans le commerce. En tout cas, pour le lactose, dans l'avis de l'EFSA, il est bien noté que les formes nature sont effectivement mieux tolérées que les formes aromatisées. Donc j'ai tendance à recommander du lait. Alors le mot yaourt, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais dans la pratique, ça me fait souvent sourire parce que si on écoute les patients, tout le monde mange des yaourts. Puis en fait, quand vous creusez un peu,
Ce qu'ils appellent yaourt, c'est pas ce que j'appelle yaourt du tout. Donc voilà, exactement. Donc je pense que c'est intéressant de creuser. Enfin, à mon avis, toute personne ayant reçu des patients a cette expérience, surtout en pédiatrie, parce que tous les enfants mangent des yaourts, mais en fait, c'est pas toujours vraiment des yaourts. Donc c'est intéressant quand même de creuser un petit peu et peut-être d'apporter aussi des solutions pour sucrer autrement, aromatiser autrement, en mettant des petits morceaux de fruits, en mettant un peu d'avoine, en même temps des graines, des noisettes, des choses comme ça. Votre deuxième question, c'était sur la durée de la première consultation, normalement 1 heure. Après, je ne sais pas vous, mais moi, c'est pas ma plus grande force. J'ai beaucoup de mal à tenir 1 heure pour la première. Mais dans toute pathologie, hein, pas seulement pour les malabsorbeurs ou les intolérants au lactose. Je trouve que c'est très difficile. Normalement, 1 heure. Après, le temps, c'est de l'argent. Il y avait une question concernant l'ORL. Alors, je ne suis pas ORL, hein, donc... alors, jusqu'à présent, en fait, si on regarde un petit peu ce que les gens font par eux-mêmes, voir ce qu'on préconise, c'est un petit peu blanc-noir. Voilà. Donc, on mange ou alors on mange plus du tout. Moi, je crois qu'aujourd'hui, l'ensemble des données qu'on commence à collecter, notamment avec les études précliniques, mais aussi les études cliniques, ce matin, donc, Michel Doré évoquait aussi une étude où ils sont à la recherche de marqueurs qui permettent en fait d'évaluer la santé de ce microbiote, son activité, etc. Plus on aura de données qui nous permettront de seuiller finalement jusqu'où on peut tolérer tel aliment. Et ceci est complètement d'individu dépendant, complètement. Donc on ne peut pas en faire une généralité. Je crois que là, on aura beaucoup progressé. Et au lieu de dire, on ne mange plus ça, mais oui, je peux en manger, parce qu'en plus, c'est agréable, j'aime ça. Voilà, en plus, il y a cette notion-là. Et puis, quand je suis en société, ça me permet aussi de participer au repas pleinement et de discuter, enfin de vivre pleinement. Donc, cette notion de qualité de vie aussi doit être prise en compte. Et de se dire, voilà, je sais que je vais pouvoir consommer cet aliment, mais je ne dois pas dépasser. Et c'est là où vous avez votre rôle, c'est-à-dire éduquer les personnes sur ce que je peux consommer. Au-delà, je peux avoir effectivement des symptômes. Voilà. Moi, je pense qu'aujourd'hui, ces marqueurs, alors on est au début, hein, bien sûr, on est au début, mais si vous voyez que les critères de Rome 5 vont commencer à aller vers cette direction-là, il y a tout un groupe de travail qui a été constitué sur ces régimes et ces préconisations de régime. Je crois qu'effectivement, on permettra de non plus exclure totalement ou d'accepter totalement certains aliments. Voilà. Merci. Pardon, merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions dans la salle? Oui. Il est presque l'heure, donc ça sera la dernière question. Bonjour, excusez-moi, pour les études, vous utilisez quasi systématiquement du lait ou du yaourt. Est-ce qu'il y a des études comparatives avec du fromage, par exemple, parce que ça reste un aliment vivant, mais sans le prébiotique que pourrait être le lactose? Et quels sont les effets sur la teneur bactérienne dans les fesses? Je ne sais pas si j'ai été clair. Alors, le fromage, non. On n'utilise pas le fromage. Par contre, ce qu'on utilise, et on a fait tout un travail là-dessus qui a été publié encore cette année, c'est qu'on a pu extraire des souches très intéressantes de certains fromages. Donc, notamment une souche qui est un lactocoque, qui était présent notamment dans les rocamadours, hein. Pas dans tous les rocamadours, mais chez certains éleveurs, qui avait cette capacité de produire, c'était vraiment une usine à produire un neuromédiateur très intéressant qui diminue l'anxiété, la douleur, etc., qui est le GABA. On a fait tout un travail là-dessus, donc on a breveté aussi ce travail. On a montré que ça diminuait la douleur. Et ce brevet, en fait, a fait l'option, a été une option de licence a été prise par un industriel sur ce brevet, et on a démontré que
ceci était lié à une activité enzymatique présente dans ce lactocoque extrêmement importante. Donc, non seulement on a démontré que ces effets-là étaient observés avec ce lactocoque vivant, issu de ce fromage du coup, mais également lorsque cette bactérie n'était plus viable, mais lorsqu'on conservait uniquement l'activité de l'enzyme, sous un format du coup postbiotique. C'est ce qu'on appelle un postbiotique. Donc non, on ne travaille pas directement avec le fromage, mais on a travaillé avec des souches d'intérêt qu'on a pu collecter et provenant du fromage. Merci. Merci pour vos présentations. Merci pour vos questions. Vous avez un document à la remise à la porte qui vous attend pour préciser toutes ces infos. Merci de votre participation.